Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 6. Oh, 5. 5, je pense. Oh, attends. Ouais, vendredi 5. Donc vendredi 5. Oups là. Bon, moi j'ai mangé avec mes parents adoptifs qui m'ont présenté leur petite fille et je lui ai appris à jouer de la guitare pour la première fois de sa vie. Et elle a appris à jouer une de mes chansons, Mimosa. Oh, c'était super. Les chiens vont être insupportables, ils étaient dehors, enfin ils étaient en bas toute l'après-midi, enfin toute la journée. Et voilà. Donc je vais faire un petit tirage et continuer sur ma lancée de... En fait je suis pas prof de je suis prof de rien. Ma lancée prof de rien. Mais quand même, je me fais une clope, parce que j'arrête de fumer. Mais... En fait, hier, j'ai pris un médicament, un antidouleur, mais ça m'a... Mais c'est bien, j'ai bien dormi, mais je suis dans le gaz. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo hier, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et du coup, j'ai pris un antidouleur. Et du coup... je suis toujours quelque peu dans le gaz, mais ça va. Enfin, et donc j'ai décidé tous les soirs, en fait ils m'ont offert une belle guitare sèche, donc tous les soirs je vais parce que la guitare c'était pas mon truc à la base. Ils m'ont aussi offert une guitare électrique. Donc je vais me faire des petits exercices tous les soirs pour réapprendre des... Parce qu'avec la basse, si vous voulez, on n'a pas vraiment besoin d'accords, quoi. D'accord. mais là, ouais, j'ai envie de réapprendre les accords. Et Alice, la petite fille de mes parents adoptifs, qui est donc qui est ma nièce, du coup, elle veut être la guitariste du groupe, donc du coup, c'est super. Alors, nous commençons avec le 6 de baguette, signe de reconnaissance. 2 de baguette à l'envers. Arrêtez de vous engueuler, les toutous. Et 3 de baguette à l'envers encore. On vient du cavalier d'épée à l'envers. Pour aller vers le roi d'épée à l'envers. Je me ferai plus armoire, je me ferai plus avoir, je me ferai plus arnaquer. Et s'il faut couper des têtes, je les couperai nanani naner. Ça vous va? En fait, demain, on n'a que des bâtons. Hein. Donc déjà, 6 de baguette, il y a un truc youpi, quoi. Vous vous sentez reconnu dans quelque chose, ou victorieux dans quelque chose. On vous reconnaît dans quelque chose. Hein. 2 de baguette à l'envers, du coup, je pense que vous ne vous y attendiez pas. Alors, vous dites, ouais, bon, c'est quoi la fucking prochaine étape? Et là, du coup, vous êtes... Là, vous vous retrouvez avec votre... avec le sentiment que ce qui vous manque, c'est qu'on vous amène... il vous manque quelqu'un. En gros, vous vous dites, mais non, en fait, c'est pas forcément sentimental, mais c'est plus... Vous dites, c'est dommage parce que tout ce que je suis en train de faire, ça mériterait qu'on soit plusieurs à le faire. Vous voyez ce que je suis en train de vouloir transmettre? On n'est que dans les bâtons. 6, 2, 3 à l'envers. 6 à l'endroit. Donc déjà, bien. Vous allez me dire, mais 3 4, ça suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de dire, demain, savourez. Ne vous projetez pas parce que vous n'en êtes pas encore capable.
continuer à stabiliser les choses, même si vous allez continuer à stabiliser les choses, mais rendez-vous quand même compte que vous faites preuve peut-être un peu d'impatience. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Si soudainement on est validé par l'univers pour quelque chose qu'on sait bien faire, on se dit, bon, bah alors, ok, on passe à l'étape suivante, quoi. Ça donne comme si quelque chose vous donnait envie d'aller plus vite et que, ben, en fait, les énergies, non, c'est pas des énergies. Les éléments vous disent, ben, ça sert à rien de te projeter parce que de toute façon, la suite, elle n'est pas là. Donc, je sais pas quoi. La suite n'est pas là. J'avais dit que je ferais petit tirage. Les autres, je vais surenchérir sur l'autre. Les autres, j'ai dit ça suffit, on ne fait pas que. Les autres, la tempérance, pareil, les autres sont impatients. 10 de coupe encore. Vous allez me détester. Hein. Le bonheur est possible. As de denier à l'envers. Vous allez me dire, mais Amandine, tu nous sors tous les jours les mêmes cartes. Eh bien, c'est qu'il y a une raison, bordel. Alors, bah, tempérance en face, c'est... Putain, ça fait chier, ça va pas assez vite. Mais vous aussi, ça va pas assez vite. On est d'accord? 10 de coupe. Le bonheur est possible. Je veux le bonheur. Je pense que les personnes qui viennent en face de vous montrent que quelque chose est possible ensemble et que, en tout cas, quelque chose voilà, quoi. C'est comme ça. Et As de denier à l'envers, ce qui est à mettre en route mettra du temps, mais il faut le faire. Il faut y aller. Quelqu'un qui vient du 5 de denier à l'envers, je suis prêt à relancer les dés du destin sans retomber dans les tracas relationnels à la con qu'on a pu connaître, et qui va vers un 5 de bâton. Donc il y a la niaque, quoi, qui veut commencer quelque chose pour continuer d'avoir la niaque. Je pense que c'est quelqu'un que vous inspirez. Un 10 de coupe, c'est on est inspiré mutuellement, quoi. Comment on répond à ces personnes? Donc, très concrètement, tempérance à l'envers, 10 de coupe à l'endroit, as de denier à l'envers. Je ne sais pas quoi dire. Comment on répond à ces personnes? J'allais dire que j'allais surenchérir. 9 de baguette. J'y suis presque, ça va, je reste sur le 5 de baguette à l'envers. Oh. Vous êtes que dans les baguettes, hein. Vous avez que des baguettes. Hein. Les baguettes passionnent. Et le diable à l'envers. Moi, je pense qu'il y a un problème de lenteur. Non, de rythme, pardon. Il y a un gros problème de rythme avec là où les personnes en face de vous. Mais c'est que ça le problème, il n'y a rien d'autre. Hein, parce que vous, on vous conseille, 9 de baguette, je reste sur mes positions, quelles qu'elles soient. La position, visiblement, votre position, c'est je vais à mon rythme, je fais comme je peux, quoi. Et oh, je fais comme je peux, quoi. Mais c'est ça, je vais à mon rythme, je reste. Elle n'arrive plus à parler, la meuf, quoi. Sac de baguette à l'envers. Comment dire En fait, les deux seules cartes que vous avez à l'endroit, c'est le 6 de bâton et le 9 de bâton. C'est comme si, finalement, ce sur quoi on vous dit bravo, bravo, bah, ça vous encourage à rester dans une certaine position. Vous lâchez l'affaire. Enfin, 5 de baguette à l'envers,
C'est qui tout double, hein, j'ai envie de dire. Je pense que quand vous voyez à quel point l'autre, il envisage le bonheur, j'ai envie de dire, avec vous, à quel point c'est sincère, j'ai envie de dire, je pense que vous lâchez certaines de vos défenses. Mais du point de vue émotionnel, pas du point de vue... 9 de baguette, je pense que c'est... Il m'a pissé dessus. Je pense que c'est clairement... Popo, qu'est-ce que tu viens de faire là? Neuf de baguette, vous persistez sur le fait qu'il y a un truc qui fonctionne pour vous et que vous n'allez pas le lâcher. Mais vous lâchez l'affaire sur le fait que, ben, ok, la vision du bonheur de l'autre, c'est comme si vous n'aviez plus à imposer votre vision du bonheur. En fait, on a 2 jours de suite la vision du bonheur. Je pense que peut-être que vous n'en êtes pas là, en fait. On la tire rarement pour nous, 10 de coupe. Peut-être que vous laissez... De base, on vous conseille de laisser à l'autre le goût du bonheur. Ok. Ok, c'est ça ta vision du bonheur? Ben, ça tombe bien, moi j'en ai pas de vision du bonheur. C'est un peu ça. Et du coup, le diable à l'envers... c'est le détachement. C'est... Ouais, ok, on peut commencer quelque chose, mais sans chercher à contrôler ou à... En fait, c'est ça, vous lâchez le contrôle par rapport à l'autre, ou en tout cas, il n'est pas question pour vous de contrôle parce que justement, vous êtes déjà aux aguets sur quelque chose qui vous est propre, je pense. Donc j'ai envie de dire, c'est ni bien ni mal, mais vous avez quand même que du bâton et le diable. Donc demain, je pense que vous êtes à donf. Que le grand conseil, c'est... parce que vous vous impatientez à la fin, l'autre, il s'impatiente au début. Vous voyez, il y a quand même toujours ce putain de ping-pong diabolique, quoi. Mais vous êtes incapable de vous projeter de cette manière. Donc laissez l'autre imposer sa vision du bonheur, j'ai envie de dire, demain. Parce que vous êtes keblo sur autre chose et que finalement, j'ai l'impression que l'autre ou les autres en ce moment ont l'air de mieux savoir que nous à quoi le bonheur peut ressembler. Si je parlais ainsi. Moi, j'admets, j'en ai strictement rien à foutre. Donc moi, ça me parle. Hein. Mais ce qu'il faut retenir pour demain, c'est qu'on garde le contrôle sur ses objectifs, mais pas sur la relation, quoi. La relation, on se détend. On se dit, ouais, ça serait bien. Même si à la fin, on se dit, ah, mais quand même, à plusieurs, ce serait mieux. Ouais, ok, à plusieurs, ce serait mieux, mais... faut démarrer les choses en douceur. On vous demande de démarrer les choses en douceur si vous démarrez quelque chose avec quelqu'un, demain. En douceur et sans chercher à tout maîtriser. Ok? Allez, on va faire un truc. Les lions, pas possible, parce que moi, j'avais pas prévu de passer l'après-midi ailleurs. Là, il faut que je m'occupe de mes toutous, de mon ménage. Il fait déjà noir. Donc, je vais vous lire la préface des présocratiques. Vous allez me dire, tu fais exprès, Amandine? Non, je ne fais pas exprès. Donc, préface. Les présocratiques. Collection La Pléiade. 2500 ans, c'est le temps que la lumière de la dentelle du cygne met à nous parvenir, éclat tombé du ciel.
Elle nous atteint aujourd'hui, alors qu'elle fut émise au moment où Thalès, à Milet, prédisait pour la première fois une éclipse du soleil. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est Thalès qui a le premier prédit une éclipse de soleil? Je vous avais prévenu que j'étais chiante, mais pour les préfaces. C'est le premier dont nous ayons connaissance. Mais Thalès s'est sûrement inspiré des Mésopotamiens. Enfin bon, bref. De cette rencontre qui donne à rêver, jaillissent des étincelles qui sont le feu de la raison. Car de la voûte céleste, autrefois pavée de pierres embrasées, et est aussi tombé à Eugos Potamos, en l'an 468 avant JC, un météore dont on dit qu'Anaxagore avait annoncé à l'avance la chute par un moyen dont le secret est aujourd'hui perdu. À l'époque de Pline l'Ancien, près de 6 siècles après, on venait encore de loin contempler cette curiosité astronomique. Il en est ainsi de ces fragments. Un tas de pierres. Oui, les fragments, c'est tout ce que je vais vous lire par la suite. Il ne nous reste que des fragments des œuvres des présocratiques. Les présocratiques sont les philosophes hellènes, grecs, qui existaient, qui vivaient avant Platon, Socrate et Aristote, qui ont brûlé leur œuvre. Très important. Donc, il ne nous reste que des fragments. Les œuvres sont perdues. Des moellons célestes disjoints, des cailloux épars, vestiges irremplaçables d'un édifice que des négligences accumulées ont laissé se disloquer. Aujourd'hui, l'érudition doit se faire pilleuse pour réparer le manque de soins des grands lettrés. Ce livre des présocratiques est la mémoire de notre civilisation occidentale dont les racines sont méditerranéennes et plus proprement grecques. Ces pages révèlent ce que furent en leur commencement la philosophie et la science, c'est-à-dire la théologie, les mathématiques, l'astronomie, la géographie, l'histoire et la médecine. On va donc y trouver l'expression la plus ancienne de disciplines très variées. En effet, est rassemblée ici une extraordinaire collection de documents très divers, couvrant à peu près tous les champs du savoir. Ce sont là autant d'objets rares rapportés par des hommes de science, des premières expéditions tentées aux frontières de l'inconnu. Leur curiosité inlassable provoque toujours notre émerveillement. Mais ces documents et ces fragments ne sont pas seulement les purs témoins d'eux-mêmes. Ils ne se bornent pas à nous apprendre que l'année compte 365 jours, que les angles opposés par le sommet sont égaux, que le volume du cône est égal au tiers du volume du cylindre circonscrit, que le poivre et le miel sont des aphrodisiaques, que les cavaliers scythes ont coutume de scalper leurs ennemis, que la caractéristique essentielle des ruminants est davantage leur denture et le mode de fixation du placenta que le port des cornes, ou que la présence de coquillages fossiles dans les carrières de Syracuse atteste qu'autrefois la mer recouvrait notre continent. Ils nous instruisent aussi sur la manière dont se sont opérées ces découvertes. Car s'il existe une réponse aux questions « qu'est-ce que la philosophie ?» et « qu'est-ce que le savoir humain ?» c'est dans ces fragments et ces témoignages qu'elle se trouve. Mais à dire vrai, cette réponse ne se rencontre pas et il faut la chercher. Si, en effet, un témoignage enfoui dans ces larges décombres la formulait brièvement et clairement, la question serait tranchée depuis longtemps. Or, en réalité, ces fragments ne disent pas simplement ce dont ils parlent, mais pour reprendre le mot appliqué par Héraclite à l'Apollon de Delphes, ils signifient ou font signe. Plus encore que témoins d'eux-mêmes, ils expriment
en même temps que le contenu ou la matière d'un savoir, la manière dont naît le savoir, quelles en sont les conditions et en quoi il consiste. Et là, très important, Héraclite fait partie de ceux que j'ai traduits, enfin à la Wologen. Hein. Et donc, on parle bien de l'Apollon de Delphes, là où siège la Pythie. On parle bien du signifiant et du signe, ok? Donc c'est pas pour rien que je vous parle des présocratiques et de sciences antiques. C'est parce qu'à l'époque, l'oracle faisait partie de la science. C'est-à-dire que, en même temps qu'il formule les premiers acquis de la science occidentale, il mime et reflète les premiers efforts du logos moderne pour sortir de la nuit des temps et disent par quels canaux sont passés les premiers mots enroués de la voix de la raison et ce qui a métamorphosé des connaissances multiples et dispersées en un savoir encyclopédique, rationnel et cohérent. Et d'ailleurs, en parlant de logos, c'est grâce à Héraclite que j'ai compris que logos signifiait pour les Grecs antiques inconscient collectif. C'est sous nos yeux, dans ce livre, que s'accomplit le miracle grec, miracle qui paraît incompréhensible au regard de l'histoire. S'il en existait une explication d'ordre purement historique, les historiens l'auraient déjà proposée. Or, il ne sert à rien, ou à bien peu de choses, de parler ici d'influence, et là d'attribuer la paternité de telles découvertes scientifiques aux astronomes phéniciens ou aux géomètres égyptiens. Les travaux de ce siècle ont fait justice de cette prétention. Et on doit notamment cette découverte au philosophe Nietzsche, qui était philologue à la base. Mais on en reparlera plus tard. Les travaux de ce siècle ont fait justice de cette prétention. Si la science de Thalès n'était que l'héritière de savoirs étrangers, c'est à Babylone et en Égypte que la science serait née. En fait, la réponse à la question comment la science naît-elle ne peut être que philosophique et non purement historique. À dire vrai, cette question elle-même n'est pas toujours claire pour nous, parce que sous le même terme de connaissance scientifique, nous mêlons et confondons deux idées pourtant bien distinctes. Par connaissance scientifique, nous pouvons entendre tel ou tel fait constaté et énoncé. Les météores sont des pierres, la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droites, etc., etc. Ce sont là des connaissances qui peuvent découler de l'observation et de la mesure. Et l'on sait bien que le bassin méditerranéen n'a pas attendu le VIe siècle avant JC pour disposer de tels éléments de savoir qui, en s'accumulant et se juxtaposant, avaient fini par constituer un trésor d'expériences techniques sur lequel avaient pu prendre leur essor de brillantes civilisations. Comme le rappelle J.E.R. Lloyd, un tissu de lin provenant des tombes royales d'Abydos, 3000 ans avant JC, contient 63 fils au centimètre dans la chaîne et 47 dans la trame. Au Victoria and Albert Museum de Londres, où cet échantillon est exposé, il ridiculise les plus fins tissages irlandais. Cependant, le terme de connaissance scientifique comporte en même temps une seconde signification et formule une toute autre exigence de la raison. De fait, il n'y a pas de science, au sens fort du terme, que lorsque l'on dispose d'une explication causale, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de remonter d'un fait tenu pour une conséquence à la cause qui l'a produit. Pris isolément, un énoncé vrai n'est pas, en ce dernier sens, scientifique. Du moins pas encore. Anaxagore ne serait pas un savant s'il se bornait à constater que l'homme a des mains. Démocrite dit lui-même que l'homme est ce que tout le monde connaît. Et plus tard, Aristote insistera. Tout le monde sait que les arbustes à feuilles larges perdent leurs feuilles en automne.
Ainsi, la science ne consiste pas dans une collection de faits exacts. Construire une science, c'est expliquer ce que tout le monde sait déjà, tout en exprimant en plus une rationalité causale qui lie un système des observations séparées. La science naît lorsqu'un Anaxagore relie causalement à la possession des deux mains et à la stature droite de l'homme son aptitude à penser. La botanique devient scientifique lorsqu'elle tient la coagulation de la sève en automne pour la raison de la chute des feuilles. Le discours scientifique ne constate pas, il exprime la nécessité. Ainsi, le miracle grec n'a pu se produire qu'à l'instant où ont été formulées pour la première fois les exigences rationnelles d'une pensée à la recherche d'explications causales et de constructions systématiques. La mythologie et la théologie offrent une occasion comparable de mesurer les effets produits par l'exigence d'une démarche proprement et résolument rationnelle. Entre une explication mythique, et s'agit-il déjà vraiment d'expliquer, des origines du monde et une explication scientifique, même à l'état naissant et primitif, la différence qualitative est considérable. Si le mythe est apparemment une sorte d'explication causale qui se propose de rendre compte des origines du monde, du ciel, de la terre et des races successives des hommes qui l'ont peuplé, le discours de la théogonie, songeons par exemple à Hésiode, rapporte toujours les effets à des causes surnaturelles. Alors, vous verrez, vous inquiétez pas que l'espèce humaine naît de la rivalité entre Zeus et Prométhée. Même si Diké et Ibris sont des allégories de la passion que l'homme ressent pour la justice et la démesure, celle-ci conserve dans la théogonie primitive la dimension irrationnelle et incompréhensible propre à des puissances divines ou démoniaques. En revanche, dès qu'un Xénophane, qui parmi les présocratiques occupe un rang des plus anciens, entreprend de parler des dieux, c'est pour sillaniser, c'est-à-dire critiquer sur le ton satirique les excès de l'anthropomorphisme. Cependant, si les bœufs, les chevaux et les lions avaient aussi des mains, et si avec ces mains ils savaient dessiner, chacun dessinerait pour son Dieu l'apparence imitant la démarche et le corps de chacun. La confiance nouvelle en la raison condamne et renvoie à leurs ténèbres les théologiens d'autrefois, membres de la gente homérique. Ce n'est pas dès le commencement que les dieux ont tout dévoilé aux mortels, mais en cherchant, ceux-ci, avec le temps, découvrent le meilleur. Donc déjà là, ce qu'il dit, je suis pas d'accord. On peut trouver, pour moi, la théogonie est un début de science. Mais c'était la science de chacun, c'était la science de tout le monde. Mais on en parlera plus tard. Or, sait-on aussi que le rationalisme est... Donc, en fait, il est en train de citer Xénophane en le prenant pour un satire, pensant qu'il est satire envers les dieux, mais il ne l'est pas du tout en vérité. C'est la conscience aiguë de la contradiction et son refus qui pousse Xénophane à lancer le premier trait comique de l'histoire de la philosophie. Car ce parfait gentleman est le titre en effet que se plaisait à lui donner notre maître P.M. Schul, qui ne le concédait par ailleurs qu'à Protagoras, répondait à un navigateur revenu peut-être d'Islande et qui prétendait avoir vu non seulement des geysers mais de tout petits poissons nager dans leur eau bouillante, soit, il suffit de les cuire à l'eau froide. L'élégance du ton est, qu'on ne s'y trompe pas, politesse de la raison. Le premier problème qui va hanter la conscience de ces savants et de ces philosophes est celui du commencement ou de l'origine de la nature et de l'homme. En grec, commencement se dit arché. C'est
C'est le terme qui ensuite, dans le discours philosophique devenu adulte, désignera le principe, c'est-à-dire la réalité première et initiale dont dérive tout le reste. Mais il n'est pas sûr que, dès son premier emploi, le terme d'arché, arché, renferme déjà sa connotation future. Les Milésiens, et plus généralement les Ioniens, qui situent l'eau, l'illimité, l'air ou encore le feu au commencement de tout, tiennent ces éléments, et le terme d'élément n'a pas encore reçu lui non plus sa valeur technique, pour la forme originelle de la réalité ou de la force primitive, force naturelle et non surnaturelle, dont le développement s'achèvera en nature. Et moi je suis désolée, le surnaturel, c'est du naturel qui n'est pas compris. Donc c'est pour ça que pour moi, je suis obligée de revenir sur certains trucs. Mais c'est pas grave. Mais en même temps que se développe la spéculation sur l'état premier des choses, le concept s'élabore lui-même peu à peu et l'arché deviendra, comme on le constatera en tournant les pages de ce livre, le principe des philosophes et des savants, c'est-à-dire ce qui se trouve posé par la pensée comme la condition première du mouvement de croissance et de vie qui est la nature elle-même. Chez Anaximandre, ce principe est une abstraction, l'illimité ou encore l'infini. Pourtant, le mot d'abstraction ne convient pas, car l'illimité est une réalité, une chose, sinon tout à fait substantielle et concrète, du moins assez riche pour être ce qui contient en soi-même tout le futur concret des choses. Les Milésiens peuvent alors dire que l'illimité est le principe, en énonçant une formule qui va pouvoir ensuite être entendue comme donnant à la naïveté purement temporelle du commencement la rationalité exigeante du principe. C'est à cette étonnante transmutation alchimique du vocable que nous assistons, un travail sur le mot qui reflète une opération de la pensée sur elle-même pour penser son nouveau vouloir dire au-delà de son avoir voulu signifier. En cela réside le véritable progrès de la pensée, et c'est ainsi que la philosophie prend naissance. De la même façon, Héraclite domestique le concept de feu, non plus simplement pour lui assigner le rôle de l'eau natale de Thalès, mais en lui donnant en plus la fonction du verbe. C'est très intéressant. Le feu est la forme première du logos. À Éphèse, pour la première fois, le vocable de logos, dont les Milésiens avaient ignoré jusqu'à l'usage, se prend à signifier raison, au double sens d'une part de raison d'être, principe d'explication, qui rend compte du devenir de la nature et d'autre part de faculté humaine de raisonner, c'est-à-dire d'exprimer dans un discours la raison d'être des choses. Pythagore et les Éléates vont pouvoir reprendre ce terme à leur compte. Mais déjà, le logos héraclitéen naît sous une forme adulte et achevée. C'est pour ça que je vous dis que pour Héraclite, le logos, c'est l'inconscient collectif. Justement parce qu'il est feu, feu qui s'éteint et se transforme en eau et en terre en conservant sa puissance de forger, structurer, façonner ce qui n'est plus tout à fait lui. Il est dépassement contradictoire de lui-même, contradiction vivante, où l'antécédent aboli et supprimé se conserve, même pas pour renaître, mais pour être toujours déjà là. Héraclite pense une dialectique de la nature au sens moderne. Mais les lumières de la raison n'ont pas seulement brillé en Ionie. À l'opposé de l'Asie mineure, prennent naissance en Italie du Sud l'école pythagoricienne et l'école éléate, dont l'importance respective est proprement considérable. D'abord, Pythagore, originaire de Samos en Ionie, mais fixé bientôt à Crotone, après un voyage en Égypte, forme le mot de philosophie.
C'est dire que la sagesse visée ne sera jamais tout à fait atteinte si elle doit être un jour au terme d'une longue ascèse. Pythagore est le fondateur d'un cercle très étendu dont les membres constituent une sorte de communauté savante et religieuse. Des novices, les acousmaticiens, reçoivent un enseignement d'initiation, revêtant l'habit de la secte, prononçant des vœux de silence et de pauvreté, s'astreignant à un enseignement moral qui comporte des interdits, avant de devenir des mathématiciens, adeptes confirmés, attachés principalement à la spéculation sur les nombres et sur l'harmonie. Le nombre est en effet l'essence de toute chose. Bon, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Certains de ces nombres, comme la tétractys, le nombre 10, ont valeur de symbole, au même titre que certaines figures comme le pentagramme. Les pythagoriciens vont développer une théorie de la musique et de l'acoustique, ainsi qu'une astronomie qui serviront de modèle à Platon. L'école sera mêlée de près à la vie politique. Pour Aristoxène, Pythagore deviendra bientôt une sorte de Garibaldi de l'Italie du Sud, salué comme un libérateur. La communauté inventera le concept de philia, c'est-à-dire d'amitié entre ses membres, et renaîtra sans cesse en dépit des poursuites, incendies, pillages, persécutions et exécutions sommaires. On songe déjà à l'église cathare, et moi je suis désolée, à l'église tout court. Il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens ont vivaient très sobrement, très chichement, très sobrement, étaient persécutés. Il n'y a pas que les cathares, il y a les dorides aussi. Au concept d'harmonie et de nombre se trouve lié celui d'âme, non pas seulement au sens d'âme du monde, principe de mouvement et surtout d'ordre cosmique, mais aussi avec la signification d'âme individuelle, animale et humaine. Les pythagoriciens théorisent la métensomatose, selon laquelle la même âme s'incarne successivement dans le corps de différents animaux. Je ne sais pas si vous parlez de la métempsychose, mais c'est pas grave. C'est pourquoi Pythagore, entendant et voyant un jour quelqu'un battre un chien qui gémissait, lui demanda de s'arrêter. « Je reconnais en lui la voix d'un ami. » Non que le chien soit le fidèle ami de l'homme, mais parce que l'âme de ce chien avait été auparavant celle d'un ami connu de Pythagore. Celui-ci n'avait-il pas, en visitant un temple, reconnu parmi les ex-voto le bouclier qu'il avait lui-même porté pendant la guerre de Troie, naturellement sous le nom d'un autre héros? Et, dit-on encore, Pythagore pouvait, au prix d'une contention particulière de sa mémoire, se souvenir d'avoir été poisson. Ainsi, le rationalisme naissant connaît des zones d'ombre. La mathématique demeure liée à des croyances eschatologiques et, dans une certaine mesure, certes abusive à nos yeux, les engendre. Cette double influence rejaillira sur Platon, le Cratyle, puis le Gorgias, reprenant le mot de Philolaos, soma sema, le corps est un tombeau. Le corps est un tombeau. La vie de l'âme est ailleurs. Sa chère patrie est une région éthérée et lumineuse où les âmes font cortège à un dieu. On a reconnu deux thèmes majeurs du thé-tête et du phèdre de Platon. Enfin, l'âme est, au terme de chaque existence terrestre, jugée avant d'être châtiée ou de se réincarner. Platon le raconte à la fin de la République, dans le récit du mythe d'Air. Ce soldat pamphilien, laissé pour mort sur le champ de bataille, est tombé dans un profond coma. Le lecteur sera frappé de voir le nombre des pythagoriciens dont ce volume conserve le précieux souvenir. Ils ont été très divers, bon, c'était des magiciens. En dépit de l'unité de la secte, et ont fait tous les métiers. La galerie pythagorique compte des portraits qui vont de l'ingénieur et l'amiral aux architectes urbanistes, en passant par les champions olympiques et les astronomes. Oh,
Je suis en pleine lecture là. Les sculpteurs, les médecins et naturellement les musiciens. En outre, cette société, on pense d'ailleurs aux francs-maçons, fut la première et longtemps la seule à compter des femmes illustres. Les centres les plus importants sont localisés dans l'Italie du Sud, à Crotone et à Tarente. Empédocle, assurément l'élève des pythagoriciens et peut-être leur transfuge, occupe à côté de la secte un rang particulier par l'originalité poétique de son génie. Mais indépendamment de ses œuvres philosophiques, dont on lira ici les fragments, il mériterait de passer à la postérité ne serait-ce que par l'invention d'une discipline oubliée aujourd'hui comme telle, qui est la rhétorique. N'est-ce pas lui, en effet, qui a le premier fixé les règles du discours rythmé et mélodieux, défini le rôle incantatoire de la parole et découvert la magie et le charme des mots? Déjà, rien qu'en jouant de la lyre, il avait pu apaiser la fureur meurtrière d'un jeune homme. Le sophiste Gorgias, sicilien lui aussi et premier grand rhéteur, est son élève direct. Cependant, à Élée, toujours en Italie du Sud, Parménide fonde une école capable de rivaliser avec celle d'Ionie. D'après certains historiens contemporains, la description de la route qui conduit à la vérité, conservée en préambule du poème Sur la nature, pourrait être celle de la voie d'accès au portique de l'école. En dépit des hésitations que sont loin de lever tout à fait les interprétations modernes du poème, on peut dire que Parménide est le fondateur de l'ontologie, discipline dont l'objet d'étude est l'être, et peut-être aussi de la logique, bien que l'emploi du terme fasse anachronisme. L'être s'oppose radicalement au non-être et s'identifie à la pensée. Mais Parménide, en même temps, fait payer très cher à la philosophie le prix d'une telle conquête de l'esprit. L'affirmation d'une opposition aussi radicale entre le « il est » et le « il n'est pas », l'existant et le non-existant, le oui et le non, l'affirmation et la négation, paraît confiner l'école éléate dans la profession d'immobilisme. Comment, dans ces conditions, ne pas être nécessairement conduit à refuser l'existence à ce qui a été et où sera, c'est-à-dire au devenir de la nature et au mouvement? La nature soustraite au changement se bornerait-elle au seul être? La conclusion dernière paraît tellement peu défendable que Parménide préfère recourir au service d'un jeune champion en dispute de tout genre, Zénon, surnommé par Platon le Palamède d'Élée. Celui-ci est passé aux yeux d'Aristote pour l'inventeur de la dialectique, au même titre qu'Empédocle l'était de la rhétorique. Initialement, la dialectique est l'art qui fixe le protocole du discours bref, par opposition au long discours rhétorique, et qui réglemente les échanges d'un dialogue articulé en questions et réponses. D'après le témoignage tardif de Simplicius, qui nous l'a conservé, Zénon serait le premier à avoir écrit un dialogue philosophique, dont Protagoras serait le protagoniste. Or, ce qui découpe le dialogue et scande sa progression, c'est la succession tranchante du oui et du non, de l'être et du non-être. Par ce jeu subtil, mais cruel, comme dirait le poète, Zénon enferme dans la contradiction l'adversaire de l'immobilisme et le contraint de renoncer à poser par la pensée l'être du mouvement. Le devenir se trouve à l'extrémité de la voie qui mène à l'impensé. Tel est l'effort produit par les paradoxes. L'ouvrage de Zénon en comptait 40, dont les 4 relatifs au mouvement ont retenu l'attention d'Aristote. Leur subtilité questionne encore les logiciens d'aujourd'hui. Mais comme Pythagore, Zénon n'est pas seulement un savant, il est aussi un défenseur ardent des libertés. Il meurt victime de la cruauté d'un tyran à la face duquel la légende veut qu'il ait craché sa langue après se l'être coupée avec les dents. Une langue de dialecticien appelée plus tard amphotéroglosse, c'est-à-dire sachant dialoguer,
dire le vrai et en même temps mentir, ou encore exprimer tour à tour le oui et le non. La science connaissait donc une double impasse. Comment, après les pythagoriciens, comprendre la manière dont la nature imite les rapports numériques intelligibles? Imitation et, d'après Aristote, ce que Platon appellera par la suite participation. Et l'on sait combien le problème de la participation du sensible à l'intelligible s'avère redoutable, car ce qui est philosophiquement en cause, c'est la manière dont la rationalité idéale pénètre la réalité sensible et lui donne sens et forme. D'autre part, après les Éléates, comment parvenir à penser le changement et le mouvement propre à la nature sans renoncer à une ontologie et à une logique qui veulent que soit ce qui est et ne soit pas ce qui n'est pas? Deux solutions marquent alors le progrès de la philosophie. La première est celle d'Anaxagore et de ses disciples. Elle répond à une préoccupation plus précisément biologique. Comprendre comment un être vivant, par exemple un animal comme le lapin, peut croître et se nourrir. Car lorsque je vois un lapin manger une carotte, ils me font comprendre aussi pourquoi la pauvre bête ne se transforme pas elle-même en carotte et au contraire digère le légume. C'est donc que la carotte n'est pas purement et simplement la carotte apparente, mais qu'en son intériorité, elle dissimule de l'animal, invisible sous l'apparence du légume. Et inversement pour le lapin, avant même que soit inventé le concept de matière, car cette découverte ne viendra que beaucoup plus tard par le fait d'Aristote, qui posera qu'un même substrat peut, en restant identique, recevoir successivement des attributs différents. C'est cela à proprement parler la matière. Mais Aristote a détruit toutes les œuvres de ses prédécesseurs pour qu'on pense que c'est lui qui avait tout inventé. Donc le concept de matière devait déjà exister. Anaxagore est conduit à former l'hypothèse des homéoméries, regroupées initialement dans ce qu'il appelle le tout-ensemble. Les homéoméries sont les particules semblables constituant un tissu vivant ou une partie d'un être. L'apparence du lapin ou de la chair du lapin ou de ses os ou de son sang dissimule derrière elle la présence d'autres éléments invisibles susceptibles de composer des tissus différents que sont le bois et le suc de la carotte. Ainsi, au commencement du monde, toutes choses sont mêlées ensemble et non distinctes ou discernées. Les êtres apparaissent ensuite par dissociation, séparation et discrimination opérées par un principe d'ordre, une force nommée en grec nous, N-O-U-S, nous, inconscient collectif, logos, vous voyez où je veux en venir, ou intellect. Est-ce l'esprit ou Dieu, comme le croit Leibniz? Ou au contraire un principe lui-même encore aussi matériel, comme Simplicius paraît le laisser entendre? Socrate reprochait à Anaxagore de ne pas s'être expliqué sur ce point. Il est donc impossible de dire si Anaxagore est le fondateur du spiritualisme moderne ou simplement l'initiateur d'une philosophie matérialiste reposant sur le pluralisme des homéoméries, mises en ordre et distribuées en un cosmos par une force motrice plus ou moins mystérieuse. Toujours est-il qu'une telle physique fonde la certitude de l'identité de constitution de tous les êtres qui composent le monde. Les astres ne sont pas des dieux, le soleil n'est qu'une pierre embrasée. Incarcéré sous le chef d'athéisme, Anaxagore se livre à des travaux d'optique et observe de sa prison les montagnes et les vallées de la lune. Mais le savant connaît aussi des moments de gloire. Devant le cercle des amis de Périclès, Anaxagore se livre à une dissection de la tête d'un bélier pour découvrir le secret de l'atrophie d'une corne. Invisible, la vérité peut jaillir sous la pointe du scalpel. L'autre solution peut être plus géniale encore, si une telle appréciation peut avoir un sens, c'est celle proposée par l'école d'Abdère, fondée par Leucippe et Démocrite. Leur découverte est celle des atomes.
À vrai dire, il ne s'agit ni d'une découverte au sens où on l'entendrait aujourd'hui, ni des atomes que nous connaissons. Car les atomes sont des réalités ou des principes intelligibles, saisis par le seul intellect, dont il faut que la pensée pose l'existence pour se donner les moyens de comprendre comment de l'être peut naître le devenir. Hein? Comment de l'être peut naître le devenir? Il est alors nécessaire d'imaginer, ou plus sérieusement encore, de concevoir que l'être est bien, comme le pensent les Éléates, éternel, non changeant et non altérable. Mais supposons que cet être, au lieu d'être un, soit multiple. Le réel peut alors admettre pour principe des multiplicités infinies en quantité et en grandeur, tout aussi éternelles que l'était l'être unique de Parménide et qui, pour cette raison même, sont dites insécables. C'est ce que signifie étymologiquement le mot atome, insécable. Bien sûr, il y a lieu de s'interroger sur la cause de leur mouvement. Est-il spontané? Est-il produit par le vide, autrement dit le non-être? Toujours est-il que le mouvement ne répond pas à une finalité intelligente. La nécessité selon laquelle les mouvements s'accomplissent peut, de ce fait, être appelée aussi hasard par Aristote. Ainsi naît une philosophie mécaniste qui ramène l'ensemble des phénomènes à un système de détermination causale lié au mouvement des atomes. Si le cipe, ce nom est-il celui d'un homme ou d'une femme, est mal connu, l'œuvre de Démocrite est considérable. Elle a en volume la même ampleur et philosophiquement la même importance que celle de Platon qui pourtant ne le nomme jamais. Elle témoigne d'une curiosité proprement universelle. Elle touche à tous les domaines scientifiques ainsi qu'à la morale et à la politique. Comme le sophiste Gorgias se rattache au pythagoricien par Empédocle, Protagoras hérite son matérialisme et son relativisme de ses maîtres abdéritains. Mais ici, avec les sophistes contemporains de Socrate, nous touchons au terme de l'aventure présocratique qui est l'histoire de l'émergence de la raison. En vérité, c'est l'observation de la nature. Le mouvement sophistique est comparé par les historiens à l'Aufklärung. Ces grands professeurs et conférenciers itinérants venus de régions très diverses convergent sur Athènes quand ils n'y sont pas nés, comme Antiphon et Critias, et apportent avec eux l'éclat de la rhétorique, l'amour de la dispute, l'esprit critique, la remise en question des valeurs traditionnelles, l'irrespect et la lucidité cruelle, foncièrement constitutifs de la pensée libre. Ils vont être, comme on l'a dit souvent, les instituteurs de la Grèce. En fréquentant ces témoignages et ces fragments, le lecteur ne manquera pas d'être frappé par la différence de tonalité entre l'apparente sévérité des textes milésiens et la modernité étonnante des propos tenus par les abdéritains et surtout les sophistes. C'est que la raison se constitue lentement, par un travail patient dont l'expression un peu laborieuse traduit la difficulté. Et puis tout à coup, elle semble se libérer en maîtrisant la dialectique et la rhétorique qu'elle a codifiée pour imposer un esprit de libre discussion, moyen le plus sûr d'une recherche de la vérité. Tels furent à très large trait les principaux apports des présocratiques à la philosophie, c'est-à-dire aux sciences, à l'éthique et à la politique. Mais ce livre ne témoigne pas que de la raison en train de naître. On y lit aussi l'expression du travail de l'esprit et de la pensée qui se pense elle-même. Car les livres de ces philosophes sont loin de nous être entièrement parvenus. Tel est aussi le lot des grands auteurs de l'Antiquité classique dont beaucoup d'ouvrages sont aujourd'hui perdus, parfois entièrement. L'exemple le plus célèbre est celui
d'Aristote, dont Cicéron pouvait admirer encore les grands dialogues composés dans le style de Platon et dont seule subsiste l'édition des Leçons, heureusement retrouvée et publiée par les soins d'Andronicus de Rhodes. L'humaniste doit se faire à l'idée non seulement que les civilisations sont mortelles, mais que les cadavres pourrissent, les édifices s'écroulent et les livres tombent en poussière. Pourtant, en dépit de cette universelle fatalité, il n'en va pas du tout des fragments de livres comme des restes des monuments architecturaux ou comme de certaines œuvres d'art isolées. Dans la survie d'un écrit ou du fragment d'un écrit, presque toujours constitué par une citation, deux facteurs contraires interviennent. Le premier est naturellement le temps, dont Aristote disait que la fonction principale est d'user. Le second est la valeur. Comme on ne saurait tout préserver, on s'attache à sauver ce qui a le plus de prix. C'est dire que le salut d'une œuvre est toujours lié à un jugement de valeur ou d'intérêt. Or, rien n'est plus subjectif qu'un tel jugement, ni plus relatif qu'une telle valeur. Il suffit que les chefs d'intérêt changent, que la mode intellectuelle évolue et qu'un nouveau sujet de préoccupation efface l'ancien pour que leur fréquentation cesse. L'attachement se relâche et s'insinue lentement la désuétude. C'est pourquoi le livre des présocratiques ne ressemble pas du tout à un champ de fouilles archéologiques et n'est guère comparable à un musée d'art et d'archéologie, même s'il peut prétendre au titre de musée de la philosophie. Certes, sans l'amour des collectionneurs éclairés, il n'existerait ni musée ni bibliothèque, mais en ce qui concerne les fragments, il n'en va pas tout à fait ainsi. Tout fragment conservé est une expression, une phrase, voire une page élue répondant au choix délibéré que motive un intérêt philosophique particulier. Un fragment philosophique ne survit ailleurs et hors de l'œuvre originale que par l'attention d'un philosophe. Donc pour comprendre comment les fragments ont survécu et la manière dont ils exigent d'être lus, il faut prendre en compte la nature de cette attention. On ne saurait en effet aborder la lecture de ces textes sans avoir fait l'effort d'imaginer non seulement pourquoi ils ont été jugés intéressants, mais aussi pourquoi leur intérêt particulier a rejeté dans l'ombre et dans l'oubli le reste des œuvres. Par là même, il convient de distinguer plusieurs types de citations. Jusqu'à Platon, les présocratiques peuvent passer pour des contemporains. Les lecteurs de Platon ont aisément accès aux textes de Parménide ou d'Empédocle. Il n'est pas nécessaire, dans un dialogue les mettant en cause ou parfois directement en scène, de préciser le contenu de leurs pensées. Pourquoi même les nommer toujours ? Cela explique en partie le silence dans lequel Platon confine Démocrite. Les citations platoniciennes doivent donc être manipulées avec prudence, en tenant compte à la fois des non-dits et des déformations plaisantes qui font en quelque sorte partie de la règle du jeu, le fondateur de l'Académie tenant justement l'écriture pour un divertissement et le dialogue écrit pour le souvenir abrégé et plaisant de débats scolaires plus sérieux. En revanche, la perspective change profondément avec l'intervention d'Aristote, à la fois pour des raisons de fond et pour des impératifs de méthode. Quant au fond, Aristote élargit le champ des concepts philosophiques en y introduisant notamment les notions spécifiques de matière, de principe, d'éléments et de cause, et en faisant de l'analyse causale l'instrument de l'explication philosophique et scientifique. Il a pris tous ces principes des présocratiques. Ça y est, c'est là. Il prend donc ses distances par rapport à Platon et aux pythagoriciens et réactualise les recherches sur la nature conduites par les Milésiens, Empédocle, Anaxagore et Démocrite. Je me tais parce que je m'énerve. Par conséquent, tout ce qui concerne les principes et les causes l'intéresse au plus haut point. Mais l'exposé qu'il propose des théories ou des explications présocratiques est forcément, de ce point de vue, polémique, puisque tout en louant les anciens d'avoir mis en avant le rôle de la nature, il leur reproche, à la façon dont Socrate critique Anaxagore, d'avoir méconnu ou simplement négligé la causalité formelle et finale qui donne tout sens à la nature. En fait, Aristote a inventé la pensée unique.
Ainsi se trouve donné le ton philosophique aux nombreux commentaires qui vont nourrir l'histoire de la philosophie pendant environ 10 siècles, qui vont de Théophraste au néoplatonicien Simplicius à la fin du VIe siècle. La situation de Simplicius est du reste chronologiquement fascinante. Il n'est pas plus éloigné de Thalès que des encyclopédistes du XVIIIe siècle, et a encore pourtant l'occasion de lire Parménide, Zénon et Anaxagore dans une édition presque complète. Quant à la méthode qui conduit à évoquer l'autorité des anciens, elle répond à une exigence philosophique dont le poids va marquer l'enseignement de la philosophie d'une empreinte extrêmement profonde et que l'on perçoit aujourd'hui encore. Car le public cultivé ne se rend pas toujours compte de la motivation tout à fait originale propre à l'histoire de la philosophie. Celle-ci n'est nullement une histoire comme une autre, répondant à un double souci de curiosité et de compréhension du présent par le passé. Elle procède en outre et surtout d'un souci de méthode dérivant directement de la conception nouvelle qu'Aristote s'est faite de la méthode dialectique. La dialectique, qui recherche les prémices ou les principes d'un savoir, a pour objet et matériaux les énoncés portant sur des opinions probables. Il faut donc, pour commencer à étudier dialectiquement une question philosophique, classer et ranger en tableau les thèses des plus éminents spécialistes de la question, ne serait-ce que pour gagner du temps et disposer d'une base de discussion. Si par exemple on étudie la matière, il faut, bien que le concept n'ait pas été employé ni même pensé et formé par les présocratiques, dresser un tableau où l'on range d'un côté les milésiens et les pythagoriciens qui tiennent la matière pour changeante et douée de mouvement, et d'un autre côté les abdéritains qui soustraient leurs atomes à toute altération ou changement dans leur nature. Si l'on étudie les éléments, il est commode, pour faire plus court, de se contenter d'attribuer au seul Empédocle la thèse selon laquelle il y en a 4, et qu'il ne soit pas le seul à l'avoir soutenu n'a aucune importance pour la recherche. La dialectique consiste donc à recenser les positions possibles de la pensée face à la question examinée. Lorsque Plotin, au IIIe siècle de notre ère, s'interrogera sur la nature du temps, il dressera un tableau comptant 3 colonnes et distribuera les philosophes dans des catégories distinctes, selon que le temps est le mouvement, c'est la thèse de Platon, ou bien selon qu'il est le mu, c'est la théorie pythagoricienne, ou enfin quelque chose du mouvement, c'est la position des anciens stoïciens qui le tiennent pour l'intervalle, d'Aristote qui le pense comme la mesure et d'Épicure qui le tient pour la conséquence. On peut constater sur cet exemple à quel point une telle méthode est éloignée de préoccupations historiques au sens moderne. Elle se doit d'être forcément sélective et conduit à des visions schématiques. Théophraste, le successeur immédiat d'Aristote, dont il était l'élève, à la tête du lycée, a mis systématiquement en pratique l'impératif dialectique lié à la pédagogie de son maître et fait établir à cet usage des recueils ou collections d'opinions, plus tard désignés du nom latin de placita. La première édition en fut très tôt perdue, mais l'histoire de ces copies successives a constitué le premier travail érudit de Hermann Diels, le rassembleur des textes présocratiques que nous lisons ici, aboutissant à son édition grecque des Doxographies Graeci à Berlin en 1879. Il y établit que le plus ancien recueil d'opinions, les Vetusta Placita, rédigé à l'instigation de Théophraste, a été recopié ou réédité par un certain Aetius, savant de date inconnue et dont l'ouvrage est lui aussi perdu, mais a par chance été recopié par 2 auteurs dont l'un, le pseudo-Plutarque, est inconnu
et l'autre est Jean Stobé, qui a édité les choix de textes au 5e siècle de notre ère. Diels en offrait une édition synoptique sur 2 colonnes. Ainsi est née avec Aetius la doxographie scolaire. Ah, tu pues! Non. Elle consiste en des recueils de philosophie par les textes ou en ce que les éditeurs d'outre-Manche appellent des source books, destinés à alimenter la réflexion des jeunes gens étudiant la philosophie. On imagine aisément que toutes les écoles, et pas seulement les péripatéticiens, disciples de plus en plus lointains du lycée, ont eu chacune leur propre manuel et leur propre recueil, ce qui impliquait de leur part des choix différents. D'autre part, au fur et à mesure que la science progressait, les éditions antérieures se trouvaient contaminées par des ajouts. Plus tard s'est manifesté l'intérêt pour les vies des philosophes, et les doxographes, dont le plus illustre représentant est Diogène Laërce, ont réuni au résumé des doctrines des esquisses biographiques. De là vient le caractère extrêmement divers des textes rassemblés dans ce livre. Mais ces textes ont, indépendamment de leur intérêt philosophique, une valeur d'authenticité variable. Il y a d'abord les fragments proprement dits, qui constituent la partie B des principaux chapitres de ce volume, et se reconnaissent ici à leur impression en gros caractères. Putain, je sais même plus si... J'ai même pas la traduction grecque. Peut-être. Est-ce qu'il y a la traduction grecque? C'est pas grave. C'est pas grave. On peut, à la limite, interpréter un fragment authentique en lui donnant un sens différent de celui que lui prête le philosophe qui le cite. Mais déjà, il faut être extrêmement prudent. La place que le fragment occupe dans l'œuvre perdue est bien incertaine, excepté les cas très rares où l'auteur de la citation précise que tel était l'incipit du livre. D'autre part, quelle signification retenir pour un fragment isolé de son contexte en écartant les autres sens possibles? Souvent, et pour de grands présocratiques comme Héraclite ou Démocrite, Diels a renoncé à reconstituer un ordre ou un classement thématique. C'est presque fini. Les fragments sont purement et simplement rangés dans l'ordre alphabétique des auteurs et des œuvres qui les citent. Dans la présente édition, lorsqu'un mot parfaitement attesté apparaît en dehors de la partie B, il constitue d'être imprimé en gros caractères, la typographie lui conservant ainsi son apparence de fragment. À côté des fragments vient la partie la plus importante de ce volume, formée de la collection des témoignages relatifs à la vie, au style d'écriture, aux œuvres et à la philosophie même de l'auteur présocratique. Elle est imprimée en caractères plus petits et constitue la partie A du chapitre. Quelquefois, s'y adjoint une partie C où se trouvent rassemblés des textes que l'on tient pour des imitations et qui constituent soit des versions pseudopigraphes, voire des simples faux, soit des témoignages tardifs qui montrent l'influence que l'auteur ou l'école continue d'exercer. Telles sont par exemple les répliques extraites de comédies moyennes qui mettent en scène des pythagoristes d'époque tardive, dépenaillés et végétariens. On ne s'étonnera pas de retrouver dans la partie A qui concerne les témoignages une disposition constante de chapitre en chapitre qui procure au lecteur un plan commode et un guide au fond très pratique pour ses recherches. Comme l'essentiel du matériau est fourni le plus souvent par la postérité de Théophraste, les textes se trouvent rangés conformément à l'ordre primitivement retenu par Aetius. Dans cet ordre, il est question successivement des principes, c'est-à-dire de la causalité matérielle ou formelle, puis de Dieu, c'est-à-dire des questions de théologie liées au statut de la causalité efficiente ou motrice
puis du cosmos, c'est-à-dire de l'ordonnance générale du monde et de l'astronomie, puis des météores, c'est-à-dire des phénomènes célestes comme les éclairs et le tonnerre, les vents, les tremblements de terre, puis de la psychologie, c'est-à-dire de la nature, de l'âme, des sens et de la perception, et par là des problèmes relatifs à la connaissance, et enfin de la physiologie, c'est-à-dire de l'anatomie, de la biologie, et plus précisément de l'homme, des animaux, en général, et des plantes. Lorsqu'une de ces parties manque au chapitre, cela est imputable au silence de la doxographie, induit par son caractère nécessairement schématique. Il ne faudrait donc pas en conclure que ce présocratique se soit désintéressé de ces questions. Mais il nous faut revenir sur ce qui fait l'intérêt philosophique d'un témoignage. Certains lecteurs pourraient s'arrêter à la crainte, en elle-même parfaitement légitime, que l'intervention du témoin ait pour effet de falsifier le témoignage. Ainsi, quand Aristote interprète Démocrite, quand les néoplaténiens... Moi, je fais aucune confiance à Aristote. Quand le néoplatonicien Simplicius commente Aristote interprétant Démocrite, on peut craindre le pire. Ah, lui non plus. Autrement dit, soupçonner la copie d'un bien éloigné du modèle. D'être bien éloigné du modèle. De même, quand Platon commente Parménide à la lumière de sa propre lecture néoplatonicienne du Parménide de Platon, quand Plotin... il est difficile de ne pas dénoncer la trahison. Cependant, n'est-ce pas paradoxalement en cela que réside le principal intérêt philosophique des témoignages? En effet, qu'est-ce qu'un philosophe peut légitimement attendre, sinon d'être lu par un autre philosophe? À quoi bon un propos philosophique s'il demeure étranger à son destinataire et extérieur à qui est censé le recevoir? Mais symétriquement, il va de soi qu'un philosophe, justement parce qu'il est philosophe, c'est-à-dire pense lui-même en usant de concepts et de catégories qui lui appartiennent en propre du fait qu'il pense philosophiquement, ne peut pas entrer dans le discours philosophique d'un prédécesseur sans présupposer que ce discours autre fait pourtant lui aussi partie de la philosophie. Inévitablement, il l'intègre à sa propre pensée. Aristote et ses successeurs, par exemple, ne peuvent pas, alors qu'ils pensent la nature en termes de matière et de forme, de puissance et d'acte, ne pas penser anachroniquement et rétrospectivement le matérialisme des Milésiens et ne pas traiter l'eau, l'air ou l'illimité comme des principes. Certes, cela est très grave, merci, car la différence est loin de n'être que de vocabulaire, mais cela est inéluctable aussi. En fréquentant le présent ouvrage, le lecteur devrait donc observer en même temps que la naissance et le surgissement de la raison philosophique, son développement même. Car si la philosophie continue d'exister et de vivre, c'est parce que tout en appliquant ses efforts à des objets nouveaux, elle ne cesse en même temps de se nourrir de son passé en se pensant elle-même. La collection des fragments et des témoignages présocratiques est donc non seulement l'expression de la raison naissante et de la pensée qui se fait, mais davantage encore l'expression de la pensée qui se pense. Or, depuis Aristote, la pensée de la pensée désigne l'activité de l'esprit. Ce livre est pour nous le premier moment de l'histoire de l'esprit. Non, Aristote a inventé la pensée unique et on a vraiment du mal à en sortir. Bon, là, il y a une note sur la présente édition. C'est pas grave. Et demain, on va parler de Thalès. On commencera avec Thalès. Voilà. Donc, c'est plus léger. Moi, parfois, donc Thalès, bon, ça fait, je sais pas, ça fait combien de pages? Ça fait 15 petites pages. Demain, on va s'occuper de Thalès. C'est comme ça.
Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le tirage de cartes? Mais tout. Parce qu'il faut connaître les éléments, mais il faut les connaître. C'est-à-dire qu'on est embrouillé par des philosophes qui ont le mépris des principes, justement. Comme n'a pas osé le dire clairement Jean-Paul Dumont, c'est Jean-Paul, je pense, il me semble. Oui, c'est ça, Jean-Paul Dumont. Les tarots représentent, si vous voulez, sont représentés. Les baguettes sont les bâtons, enfin, vous savez tout ça. Les bâtons sont c'est le feu, les épées sont l'air, les coupes c'est l'eau, enfin tout ça. En passant par ces philosophes, on va avoir accès à une meilleure appréciation de la nature. Enfin, moi je les ai déjà, si vous voulez, depuis longtemps, parce que je sais pas, ça fait depuis que j'ai 14 ans, je pense, que je lis les présocratiques, peut-être 13 même. Non, je lisais Nietzsche au départ, qui était fortement influencé par les présocratiques. Donc, si vous voulez, si je veux vous apprendre les présocratiques, vous donner connaissance des présocratiques, il y a un pseudo-philosophe qui l'a fait. Comment il s'appelle, là, le mec qui passe tout le temps à la télé, même si j'ai pas la télé, mais qui vient de Caen, là Enfin, il parle des présocratiques de manière très sexy, si vous voulez, mais... Comment il s'appelle, ce mec? Enfin, pour moi... Oui, c'est peut-être un philosophe, j'en sais rien, je ne vais pas le critiquer, parce il faisait des audios, des podcasts sur les présocratiques, il a fait aussi sur les philosophes des Lumières, sur le christianisme aussi, il me semble. Il a une belle voix. Mais le problème, c'est qu'il est allé en superficialité et pour servir son propre discours. Pour nourrir son image de philosophe. Sauf que pour moi, la philosophie, c'est pas une question d'image. La philosophie doit se rapprocher du politique, doit aider le politique, doit aider le vivre ensemble et donc trouver des solutions pour le vivre ensemble. Sauf que maintenant, la philosophie, c'est devenu un truc de clown, quoi, de clown médiatique. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour moi, il est important. N'allez pas croire que cela va nous dérouter d'une certaine spiritualité, bien au contraire. Voilà. Pour moi, la science est un principe qui est perdu parce que maintenant, on place la science dans la technologie et non pas dans les réponses, non pas dans les réponses spirituelles ou matérielles qu'on est en droit de se poser dans notre quotidien. Et pour moi, la technique, le progrès ne devrait pas être basé uniquement sur la science, mais aussi sur rationnellement les émotions, ces choses comme ça. En fait, il y a un déséquilibre total qui m'oblige à dire rétrogradons absolument. Qu'est-ce qu'il existait avant la philosophie? Qui étaient les premiers philosophes? Je vais vous les présenter. Et ces premiers philosophes, contrairement à ce que dit Jean-Paul Dumont, étaient spirituels. Voilà. Et ça se retransmettra. Ils avaient tous des spiritualités très différentes, mais je trouve intéressant de vous les faire découvrir. Parce que je sais que vous aimez tous la nature et comment, simplement en observant la nature, ils ont pu découvrir des concepts aussi dingues que l'atome, que même la notation de la musique,
les mathématiques, tout ça, comment ça a pu... euh, mais comment on vivait avec ça à l'époque? Et quand on comparera maintenant, on aura envie de rire jeune, croyez-moi. Bon, je vous dis au revoir, à bientôt.